Aujourd'hui, je suis heureuse de te présenter la troisième partie de mon exploration de la composante numéro 4 de la théorie du nid évolué, un climat positif. Si tu n'as pas encore eu l'occasion d'écouter la première et la deuxième partie, je t'encourage vivement à le faire avant de plonger dans cette troisième et dernière partie que j'ai enregistrée avec grande joie, accompagnée de la docteure en psychologie et spécialiste de la psychiatrie périnatale, Malika Morisset Bonapace. Je suis Elisabeth Dufresne et je te souhaite bienvenue chez les émergents. Affective à la naissance, c'est plutôt le terme qui est utilisé ici en Amérique du Nord. En Europe, on l'appelle l'aptonomie. L'aptonome va nous enseigner à jouer avec notre bébé, surtout pour le papa, de porter ses mains sur l'utérus, sur l'abdomen de la femme. Puis on invite le bébé à venir s'installer d'un côté ou de l'autre. Puis là, on pose la main. Fait qu'il y a un jeu d'emblée qui se crée. Il y a un rapport, il y a une relation qui se crée entre le bébé et le papa. Moi, je peux te dire, là, Elisabeth, c'est tellement fou. Mon mari, il avait vraiment une relation super forte à notre fils pendant la grossesse. Tellement forte, fait qu'il lui lisait des livres le soir en se couchant. Ah ouais? Ah oui. Ben oui, parce qu'ils entendent quand même vraiment bien, là, les bébés à travers la bédaine. Tu sais, puis on a des évidences scientifiques claires sur ça. Quand il y a un protocole de recherche qui a été fait avec des mamans qui écoutaient toujours la même télésérie 5 jours par semaine. Puis quand les bébés naissent, ils reconnaissent le jingle du début de... Fait qu'on sait qu'ils entendent. Et puis ils savent reconnaître les voix, là. Ça, il y a aucun doute là-dessus, là. Fait que mon mari faisait la lecture, puis on a joué vraiment très tôt, là, dans la grossesse. Il l'invitait à aller d'un côté, puis là, il se déplaçait de ce côté-là de ma bédaine, puis là, après ça, il l'amenait de l'autre côté, puis là, ils jouaient comme ça ensemble. Fait qu'ils ont fait ça pendant la grossesse longtemps, puis c'est devenu tellement fort que, je sais plus à partir de quel mois de grossesse, là, mais quand mon mari ouvrait la porte, le son que faisait la porte quand il ouvrait pour revenir du travail, là, il se mettait tout de suite à bouger. C'était comme instantané. Oui, c'était super fort. C'était vraiment, vraiment impressionnant. Fait que je pense que ça passe par... Puis aussi, que la maman parle à son enfant. Qu'il y ait un, tu sais, bon matin, salut, je suis contente que tu sois là. Tu sais, qu'il y ait une communication, une communion, qu'il y ait un attachement, en fait, qui est créé d'emblée. Puis c'est plate parce que dans notre société, on a tellement une aversion à la mort qu'il y a beaucoup de femmes qui disent « J'aime mieux pas m'attacher à mon bébé avant d'être comme à 12, 14 semaines, parce que si je fais une fausse couche, je vais avoir moins de peine si je me suis pas attachée. » Fait qu'on voit comme, dès le début, une absence de connexion avec ce bébé-là, ce qui est, à mon avis, très difficile, parce que ça veut dire qu'il passe comme un bon 3 mois, tu sais, en fait, le tiers de leur grossesse comme en déconnexion. Puis ça, je pense qu'il y a un coup à ça. Fait que je dirais, qu'est-ce qu'on veut pour ce bébé-là? Qu'il se soit senti invité, qu'on joue avec lui, qu'on lui parle, qu'on ait une connexion, qui ait une profonde conviction à l'intérieur de lui qu'il est voulu, qu'il est aimé, qu'il est attendu, qu'il est le bienvenu. Puis, il y a une psy que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, qui a publié dans le journal de l'APA. Puis je pense qu'on devrait le mettre en show notes, cette publication-là, où elle explique l'importance de la conception, puis elle explique comment les êtres humains sont en mesure de rapporter des histoires de conception ou de la grossesse. Fait qu'on sait qu'il y a une partie de notre mémoire qui réside dans notre cerveau, puis on sait qu'il y a une partie de notre mémoire qui ne réside pas dans l'appareil biologique qu'on a entre les deux oreilles. Puis on explique en fait comment ces éléments-là vont influencer le fonctionnement psychologique de l'individu dans la vie.
Fait que pendant une période de temps où elle n'était pas accréditée par l'Ordre des psychologues, elle a fait des revécus de conception, des revécus de naissance avec des gens. Puis c'est basé sur ces informations-là, puis toutes les autres avant elle, parce qu'elle est vraiment pas la première à s'être intéressée à ça. Elle a fait un article qu'elle a publié dans ce journal scientifique-là qui est vraiment une lecture extraordinaire. Fait qu'on sait que le vécu des bébés pendant la conception, pendant la grossesse, c'est non négligeable. On sait qu'il se passe quelque chose là pour de vrai. Puis après ça, je pense que ça passe par une quantité illimitée d'accès à la mère. Que le bébé en ait... Tu sais, on parlait tantôt de la tasse qui est vide là, chez les enfants. C'est juste de dire, là, en ce moment, tu vas en avoir autant que tu en as besoin. Puis c'est pour ça que moi, j'utilisais énormément avec les femmes que je suivais dans un contexte là, vraiment psychothérapeutique. Ma prescription numéro 1 pour tout le monde, tout le temps, c'était du pot à pot. D'apprendre à faire du portage en pot à pot pour pouvoir se vêtir, là, pour pas avoir les seins toujours à l'air, parce que des fois, c'est pas super pratique, là. Mais de pouvoir faire du pot à pot en portage, puis de vivre. Parce qu'il y a tu sais, on faisait le parallèle tantôt, on va s'imaginer comme l'expérience du bébé quand on est adulte. Je sais pas pour toi, Elisabeth, là. Mais quand tu te couches le soir, tout nu, sur le corps nu de ton homme, même si c'est un contexte non sexuel, la quantité de sensations que ton corps vit, c'est très impressionnant quand même, là, au niveau sensoriel, la douceur de la peau d'un autre être humain, la chaleur, l'énergie, c'est toutes des choses qu'on sent. Puis, tu sais, nous, je peux dire nous parce que je sais que toi puis moi, on est beaucoup plus petites que nos hommes, là. Quand on fond dans une cuillère, là, quand on s'installe en cuillère, puis eux, ils ont leurs grands bras puis leurs épaules larges de même, qui passent par-dessus nous, là, puis qui nous enveloppent de leur corps. Tu sais, c'est quoi cette sensation-là de genre, il y a rien qui peut, comme je suis en sécurité ultime, il y a rien qui peut m'arriver ici. C'est délicieux. Ouais, c'est absolument délicieux. Il y a rien de plus agréable. Ouais. Mais les bébés, ils vivent ça quand ils font du pot à pot avec leur maman. Mais ce qu'on veut, c'est primer le cerveau sur ça comme non-stop, steady, là, comme au cube. Fait que tu t'imagines d'être dans ce confort-là de cet immense être humain-là qui a une peau douce, puis en plus, tu reconnais le son du battement du cœur. Tu reconnais la respiration, tu reconnais la voix. Puis là, l'odeur. Puis là, t'as cette sensation douce sur tout ton corps. Comme c'est pour ça que c'est ça qu'on est fait pour être là. Fait que nos petits hypersensibles, là, qui veulent juste être collés sur leur maman, là, mais c'est juste ça qu'ils ont besoin, en fait. Ce qu'ils disent, c'est « Oh, là, le monde me paraît vraiment menaçant. Puis mon cerveau, il se développera pas s'il me paraît menaçant. Fait que ma job, c'est d'aller à quelque part qui est sécuritaire. Puis sur toi, en peau à peau, je me sens en sécurité. » Justement, j'ai l'impression que à travers cette connexion-là, il y a aussi tout ce qu'on va appeler la co-régulation, oui. Parce que l'enfant, en fait, il n'y a pas la possibilité de se réguler par lui-même. Puis ça, il y a beaucoup de parents qui sont pas au courant de ça. Puis souvent, ça va être ces parents-là qui vont faire le choix de pratiques éducatives comme laisser un bébé pleurer lors du dodo, tu sais, l'isoler, puis le laisser pleurer en pensant qu'éventuellement, il va se réguler. Mais le bébé n'a juste pas cette capacité-là. Exact. Il n'y a pas la partie de son cerveau qui lui permet de faire ça. On pourrait-tu dire justement que le fait d'avoir accès à une source de réconfort, puis cette co-régulation-là fait partie de cette ambiance accueillante, positive-là qu'on recherche en fait. Mais oui. Puis ce qu'on sait, c'est que le cerveau se développe juste quand on se porte bien. Puis d'ailleurs, même on le sait que pendant la grossesse, les femmes qui ont des hauts scores d'anxiété, ces bébés-là ont un taux de matière grise plus bas que chez les bébés où les mamans avaient moins d'anxiété. Parce que le système, dans le fond, ce que nous, on vit dans notre tête, ça se traduit par les neurotransmetteurs, par les hormones, puis ça passe la barrière placentaire. Puis ça, ben, ça se ramasse, c'est l'environnement dans lequel le bébé va être.
Fait que lui, il ressent la joie de sa mère, puis il ressent comme littéralement dans ses veines, là, l'anxiété de sa mère. Fait que c'est pour ça que le sport international de faire peur aux femmes enceintes, ça me rend complètement folle. Parce que, comme, il y a des cerveaux d'enfants, là, il y a des cerveaux d'humains en jeu dans cette situation-là. Mais quand on pense à plus tard, la co-régulation, ben oui, c'est ce processus-là de dire... Fait que dans la co-régulation, il y a comme 3 parties qui sont importantes à saisir. Il y a d'abord et avant tout, il y a la partie de validation. Puis d'ailleurs, ce qu'on voit chez les parents qui vont l'appliquer, on voit que le parent va mimer avec son visage le visage qu'a l'enfant. Okay? Fait que l'enfant fait la moue, puis là, le parent, il va faire la moue aussi. T'es pas content? On prend une intonation qui va matcher l'émotion interne de l'enfant. Puis ça, en psychologie, on appelle ça la mentalisation. Parce que, dans le fond, il y a un état interne chez l'enfant que lui ne s'est pas nommé encore. Et le parent, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le reproduire sur son visage pour que l'enfant puisse voir. Puis, il va valider ça. Fait que d'abord, c'est de le montrer. C'est de dire à l'intérieur de toi, puis on fait des guesses, là, on fait des estimations. Des fois, on est dans le champ. Mais d'ailleurs, il y a toute une thérapie par la mentalisation qui se fait chez les adultes qui n'ont pas eu la chance de vivre cette expérience-là, puis qui demeurent en problématique dans le rapport interpersonnel parce que leur monde intérieur est tellement abstrait parce qu'ils n'ont jamais eu la chance que leur monde émotionnel soit reflété sur le visage du parent. C'est super important. Fait que étape numéro 1, l'enfant, disons, fait la moue ou pleure, on va faire la même chose. « Oh, t'es pas content, loulou? Oh, oui! » Puis quand on dit oui, ce qu'on dit, c'est « je comprends. T'as le droit. Il n'y en a pas de problème. C'est correct que tu te sentes pas bien. » Fait que là, on fait ça. « Oh, ça va pas, oui. C'est vrai que c'est long. T'as faim en ce moment. Puis là, tu sais, je sais pas, moi, on est dans l'auto. Puis là, ben, je peux pas te donner du lait. Je peux pas t'allaiter. C'est tannant à attendre. Moi aussi, si j'étais à ta place, je trouverais ça tannant. » Tu vois-tu l'intonation spontanément? Je suis en train de communiquer au bébé. Je suis en train de communiquer à l'enfant. Ce que tu vis, c'est normal. Je le comprends. Je te le reflète. Puis je t'explique même pourquoi, d'où ça vient cette histoire-là. Ouais, c'était intéressant parce que, tu sais, on dirait que c'est vrai qu'on vient avec une voix un peu à la cornemuse, là. Tu sais, on a comme des voix de personnages pour enfants. Puis ça, en fait, on a une bonne piste de pourquoi on s'adresse aux enfants avec une intonation exagérée. En fait, c'est qu'on est c'est un psycholinguiste, si je me trompe pas, qui a étudié ça. Comment on s'y prend? Pourquoi notre façon de parler auprès des enfants est différente. Puis la découverte, ça a été vraiment de se réaliser qu'on fait une exagération des intonations, puis on est vraiment en train d'enseigner l'intonation qui, avec l'âge, peut devenir très, très subtil, puis on va le pogner pareil. Tu sais, entre oui, c'est correct, puis oui, c'est correct. C'est pas la même chose. Toi puis moi, on est capable de savoir que ça veut pas dire... mes deux oui, c'est correct, si on avait à faire la forme en paragraphe, elle serait différente. T'es d'accord? Ouais. Mais pour l'enfant, tu sais, c'est tout un apprentissage pour se rendre là. Fait que ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on exagère l'intonation, on monte son amplitude dans les deux sens, puis tranquillement, on va diminuer cette tendance-là parce que là, l'enfant est en mesure d'attraper ces nuances-là de mieux en mieux avec sa maturation. Tellement intéressant. Oui, c'est pour ça qu'on parle comme ça aux enfants, puis ça reste que c'est une étape langagière importante. Puis je pense que ça, c'est une belle démonstration que spontanément, on n'a aucune idée pourquoi on fait ça, mais c'est une expérience attendue chez l'humain, puis on le fait parce que on l'a toujours fait, parce que tout le monde l'a toujours fait. Tu sais, ça serait catastrophique s'il y avait un courant de parentalité qui anéantirait ça, mettons, qui dirait ça c'est mauvais, un peu comme on a fait avec l'allaitement, puis que là, pendant comme quelques générations, on arrêterait de parler comme ça aux enfants, on aurait probablement... Moi, j'ai déjà entendu ça, Malika. Quoi? Moi, j'ai entendu des parents qui disaient que c'était abrutissant qu'on parle comme ça aux enfants, tu sais. Puis moi, ça m'a déjà fait réfléchir. Puis après ça, tu sais, des fois, je voyais des parents qui parlaient comme à un adulte à leur enfant, puis j'étais comme OK, dans le fond, il leur voue plus de respect. Puis à un moment donné, justement, je me suis fait la réflexion, ouais, mais si instinctivement, c'est ça qui monte, c'est clair qu'il y a une raison, tu sais.
Puis aujourd'hui, justement, tu sais, je pense plus ça du tout, là. Mais j'ai entendu beaucoup de parents penser ça. Fait en tout cas, je trouve ça intéressant qu'on l'aborde parce que c'est quelque chose que j'ai jamais abordé publiquement. Mais oui, effectivement, de conscientiser qu'il y a une raison pour ça, puis c'est pas juste une infantilisation ou le fait de regarder l'enfant comme s'il était un peu stupide. C'est pas du tout ça, là, en fait. Mais ça dépend comment c'est fait, dans le sens où « Oh, tu t'es fait mal, mon petit loulou! » Tu sais, ouais, non. Ça, là, ça, c'est de la merde, on s'entend? Puis si t'es pour faire, c'est soit option ça ou l'option « Ouais, tu t'es fait mal, hein? » Ben, j'aime mieux l'option 2. Mais j'aime mieux l'option 3 qui est « Oh, tu t'es fait mal, mon amour! Oui! » Ça, j'aime mieux ça. Tu comprends? OK. Ouais. Fait que ça dépend comment... Parce que oui, il y a des gens qui vont utiliser cette voie-là, puis c'est vraiment fait de manière abrutissante, là. C'est, tu sais, espèce de niaiseux, là. Tu sais. Hey boy, ça, je suis complètement d'accord, on sac ça aux poubelles. Puis je pense que c'est important quand même de flipper assez, tu sais, quand... Je veux dire, on s'adresse à l'enfant à son niveau, c'est important. Tu sais, puis il y a des enfants qui vont être prêts à recevoir un discours. Les enfants qui ont vraiment des forces langagières, ben certainement qu'on va se mettre à parler comme toi puis moi on est en train de se parler là plus rapidement parce qu'ils n'ont plus besoin de ça dans leur développement. Si on termine la portion sur la co-régulation. Donc d'abord, on a la première partie qui est la mentalisation, hein, qui est je vais externaliser ton expérience interne, puis je vais le faire avec une fluctuation dans ma voix qui va faire en sorte que tu vas comprendre ou tu vas saisir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. La deuxième portion qu'on veut faire, c'est qu'on veut valider ça. Ça fait mal, se faire mal. Moi, je dis souvent ça. Tu sais, ça fait mal, se faire mal. C'est pas le fun, se faire mal. Hein? Puis, c'est bon, oui, c'est pas le fun. Oh non, on n'aime pas ce genre d'affaires-là. Fait on vient valider. Au lieu de faire, tu sais, on s'entend dans la société de tous les jours. Comment est-ce qu'on console quelqu'un qui s'est fait mal ou qui pleure? Première étape, chut. Ça va aller, c'est correct, tout est beau, t'as pas mal. Fait qu'on vient faire exactement l'inverse. On fait pas de la mentalisation, on fait de l'anti-mentalisation. On dit à l'enfant qu'il va bien. Or, il pleure. Pourquoi pleure-t-il, donc? Ben, il doit être fou, hein? Quelle autre conclusion tu veux que l'enfant tire? De chut, fait qu'OK, arrête de pleurer. Puis, tu sais, même si on le fait pas de chut comme ça, on fait quand même le son. T'es d'accord que c'est ça qu'on fait? Puis ça, ce qu'on est en train de dire, c'est là, ton émotion, là, tu vas me tasser ça de là. Elle est intolérable. Elle est certainement intolérable pour moi. Fait que là, la stratégie, c'est que tu vas m'arrêter ça maintenant. Elle est non valide. Elle a pas sa place. Tu l'arrêtes maintenant. Puis regarde comment elle a pas sa place. Parce que t'es correct, tout va bien aller, c'est beau, puis t'as pas mal. Fait que l'enfant qui reçoit ça, tu t'imagines comment ça crée de la confusion dans son esprit? Allez hop, là, on prend l'enfant qui est assis par terre parce qu'il s'est pété la gueule. Puis là, c'est bon, ça va, tout est correct, t'es beau, t'as pas mal, c'est bon. Puis là, on le prend puis on le remet debout. Allez, continue à jouer. Right? T'as déjà vu ça? Dis-moi que t'as déjà vu ça. Non, jamais. Puis là, on se demande pourquoi après, on a de la difficulté à identifier c'est quoi nos émotions. Ben oui, mais c'est parce que, écoute, moi, je vivais quelque chose, puis là, ce que j'ai reçu comme retour, c'est que tout est beau. Fait que là, un moment donné, t'es triste, puis là, ton parent dit, ben voyons, qu'est-ce que t'as? Ben j'ai rien. Ben non, t'as pas rien, clairement, ça se voit. Mais oui, mais c'est sûr que l'enfant va te répondre qu'il y a rien. À toutes les fois qu'il y avait quelque chose quand il était petit, tu disais qu'il y avait rien. Tu me suis? Eh oui, je ne peux pas te suivre plus que ça, là. Puis là, fait qu'on veut valider cette émotion-là. Je comprends que tu sais, je comprends, c'est plate, hein, t'aurais pas voulu, t'avais pas fini, t'étais pas prêt, t'avais pas envie, tu comprends, on le valide. On le valide, on lui dit que ce qu'il vit, c'est totalement compréhensible. C'est valide, cette affaire-là. Puis là, après ça, ce qu'on veut, c'est on veut être l'encre dans la tempête. On veut avoir une posture de moi, il n'y a rien qui va me faire, qui va me shaker, il n'y a rien qui va me brasser. Puis check-moi bien aller comment moi, je vais rester calme. Puis là, l'enfant a une tempête déchaînée, puis nous, on est l'encre, puis on dit « Je te vois, ça va pas, hein? C'est difficile. » On met des mots, on match
l'expérience interne avec notre visage pour qu'ils puissent voir, comme dans un miroir, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Mais on a une posture de force, une posture de « je suis inébranlable ». Puis toi, qui vis une tempête, tu peux t'accrocher à l'ancre parce que « I've got your back, I'm here and I'm safe ». Puis là, l'enfant peut vivre sa grosse émotion, il peut laisser la grosse émotion, la grosse vague, rentrer dans lui puis sortir de lui. Elle n'a pas besoin de rentrer puis de se mettre dans le fond, dans un petit tapon puis d'être pris là dans son corps. Parce qu'une émotion qu'on n'est pas capable de passer à travers ou qu'on laisse pas passer à travers nous, c'est une émotion qui va venir créer un mal. C'est la maladie, là. C'est une émotion qui a été comme mis en tas, puis qui a été renfoncée dans le corps, puis qui n'a pas eu la chance de faire son passage. Tu sais, c'est drôle parce qu'on parle d'un climat positif, mais je ne peux m'empêcher de dire, en fait, il faudrait surtout pas l'interpréter comme, justement, de faire sortir les émotions comme désagréables à ressentir. Tu sais, puis c'est important que dans ce climat-là, en fait, l'enfant soit accueilli dans toute sa gamme d'émotions, tu sais. Puis au contraire, c'est le mal arrive quand on n'a pas ressenti, on a dû réprimer ces émotions-là. Donc, j'espère que aucun parent va écouter ça en se disant « Ah ben oui, un climat positif, ça veut dire que faut pas que je pleure, faut pas que mon enfant soit en colère, faut qu'on reste la vie. » Non, au contraire, ça veut dire d'accueillir pleinement l'enfant dans tout ce qui On leur laisse la place. En fait, plus qu'on laisse de place à l'émotion négative, plus rapidement elle va passer à travers nous. Puis on va s'en, tu sais, puis ça va être fini. Fait que ce qu'on veut, donc, deuxièmement, c'est vraiment cette posture-là de parents de dire « T'as une grosse colère, toi, mon enfant, puis ça me shake même pas. » Alors que dans la vraie vie, on a beaucoup tendance à matcher l'émotion, même des fois à amplifier. L'enfant se désorganise, on se désorganise encore plus que l'enfant. L'enfant est en colère, on se met encore plus en colère que l'enfant. Fondamentalement, on dit encore la même chose à l'enfant. Ton émotion n'a pas sa place. C'est hyper épeurant pour un enfant de voir un parent se désorganiser parce qu'il est désorganisé. Ce que l'enfant a besoin, c'est un cadre, je suis ici, puis sors-les, laisse-le sortir. On assure la sécurité de son corps, des autres, puis de l'environnement, toujours. Ça, c'est la responsabilité du parent. Mais dans ces contextes-là, si ça, c'est respecté, on laisse la grosse émotion sortir. Ouais, c'est difficile. Puis moi, je dis souvent, tu sais, quand mon fils pleure, les mots que je dis souvent, c'est ça fait du bien pleurer. Laisse-les sortir, tes larmes. Puis c'est vrai, on sait que neurochimiquement, il y a du cortisol qui sort comme dans nos larmes. Il y a plus de cortisol qui sort dans nos larmes du début que de la fin de notre période de pleurs. Tu sais, là, quand on a fini de pleurer, puis un moment donné, on a comme l'impression qu'on n'a plus rien à pleurer, là, puis on a comme un calme qui s'établit à l'intérieur de nous. C'est littéralement le cortisol qui sortait de par nos larmes. Tu sais, le corps, il est tellement bien fait. Fait que non, on s'empêche pas de pleurer, puis on les empêche pas de pleurer aujourd'hui, comme mon fils, qui est maintenant plus vieux, pour qui c'est un environnement sécuritaire, que quand je vis quelque chose de difficile ou j'apprends une mauvaise nouvelle ou peu importe, il va me voir pleurer, parce que c'est correct, c'est important qu'il réalise, là, maintenant, il est assez vieux pour réaliser que maman aussi a des émotions, puis que c'est correct, puis qu'il peut me voir vivre ces émotions-là. Puis c'est quoi la première chose que mon fils va venir me dire, tu penses, quand il me voit pleurer? Ça fait du bien pleurer, maman. Exactement. Tu pleures, maman? C'est bien, ça fait du bien pleurer. C'est exactement ça. Fait que ce qu'on veut, c'est donc être dans cette posture-là de calme. Puis la dernière portion, c'est de comprendre que en tant que maman, ça nous fait du bien d'avoir pu être là pour notre enfant. Être témoin de notre enfant qui retrouve le chemin vers la régulation à travers notre calme, ça nous calme. Quand il y a des moments là, vraiment d'intensité, là, c'est fort, là, la mère elle va pas bien, le bébé il va pas bien ou l'enfant va pas bien, mais c'est quand la mère est capable de... faut qu'elle soit dans une disposition où elle est capable de faire le premier pas.
Parce que c'est sa responsabilité de maman de faire le premier pas dans la co-régulation. Ça, c'est sûr et certain. Ça n'appartient pas à l'enfant. Mais quand la mère est encore capable de prendre sur elle, puis là, de s'installer dans une posture de là, je suis là, puis là, je t'amène, je vais être l'encre dans ta tempête, puis que là, la mère est capable de voir son enfant qui est en train de doucement recréer la connexion avec elle, puis retrouver son chemin de la régulation. C'est hyper aidant pour la régulation de la mère. Puis la co-régulation, c'est donc ça. C'est pas juste le processus que l'enfant est témoin de la mère qui, elle, est régulée, puis là, va aller la rejoindre dans cet espace régulé-là, mais c'est aussi le fait que la mère qui observe son petit dans le processus de revenir vers un niveau de régulation se régule à un niveau extrêmement profond. Tu sais, tantôt, tu me demandais qu'est-ce qu'il a besoin l'enfant. Mais je pense qu'à la base, l'enfant il a besoin de savoir qu'il est aimé, qu'il est apprécié, qu'il est voulu, qu'il est bienvenu, mais surtout qu'il soit observé. Parce que quand on observe l'enfant, on peut répondre à ses besoins. L'enfant va nous le dire. Tu déposes l'enfant, il se met à pleurer, tu le sais que c'est pas ça qu'il veut. L'enfant, il met une poignée de terre dans sa bouche, tu peux t'imaginer que en ce moment, il a faim. Puis peut-être que l'enfant, il met la poignée de terre dans sa bouche parce que il a besoin d'explorer avec sa bouche quelque chose. Puis peut-être que tu es de la philosophie qu'une poignée de terre, c'est parfaitement approprié à explorer avec sa bouche parce que ça va vraiment permettre de faire la distinction entre ce qui est lui puis ce qui est pas lui quand il est exposé à plein d'affaires comme la terre. Peut-être que tu fais partie du camp de parents qui veut surtout pas que l'enfant se mette de la terre dans la bouche. Puis là, ben tu vas, dans ce cas-là, en fonction de ton cadre de référence, donner quelque chose qui peut se mettre dans sa bouche. Mais ce qu'on veut pas, c'est que l'enfant qui se met une poignée de terre dans sa bouche, on fait « non, 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 non ». Tu sais, t'as-tu déjà remarqué ça, Elisabeth, que la phrase « non », le mot « non » à un enfant, on le dit pas juste une fois? C'est une drôlée de non qui vient d'un coup. Pourquoi on fait ça? Sérieux, des bouts, comme on peut-tu donner un break comme « non, 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 non ». Moi, j'ai envie de dire, quand t'as le « non, 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 non » qui sort, fais une pause, prends une bonne respiration, observe ce qui est en train de se passer. Là, on exclut les situations de danger, là, right? Comme l'enfant vient de ramasser un couteau de 10 pouces, ouais, là, comme, jette-toi sur lui, puis assure sa sécurité. Mais dans les vrais dangers. Les vrais dangers. Parce que c'est ça, le problème, c'est qu'on n'a pas toute la même notion de ce qui est dangereux. Oui, exactement. Moi, j'aime dire, ce qui est dangereux, c'est un membre cassé, puis la mort. Ça, c'est dangereux. Fait que, mettons, une coupure, une égratignure, un bleu, un bobo, je pleure, je me suis un peu fait mal, puis, tu sais, je boite un petit peu pendant 2 jours. Pour moi, ça, c'est pas du danger. Mourir, ça, c'est dangereux. C'est bon. Ça, c'est vrai. Puis, tu sais, quand t'es obligé d'aller à l'hôpital, parce que là, il y a un membre cassé, oui. OK. On va s'éviter des visites à l'hôpital comme, tu sais, sérieuses. Mais... Absolument. Mais pour le reste, là, les graffinures, c'est très, très, très important pour le bébé, pour l'enfant, d'apprendre à se péter la gueule. Puis ce qui est positif, c'est que quand ils apprennent à le faire quand ils sont petits, ils sont beaucoup plus conservateurs. Ils le font avec beaucoup plus de précautions. Ce qui est dangereux, c'est de les avoir empêchés de faire pendant très, très longtemps. Puis là, après ça, de les laisser faire. Là, ça, c'est vraiment dangereux. Ouais, parce qu'ils sont plus connectés à leur instinct d'autoprotection. Exact. Puis les enfants, c'est jeune, hein? Il y a une étude qui a été faite, là, il y a quand même longtemps de ça, là, dans les années 40-50, je pense. C'était un lab en psycho qui s'intéressait à la perception de profondeur chez les bébés. Fait que chez les bébés rampants, fait qu'ils mettaient le bébé d'un côté, puis là, ils les installaient sur une table, puis ils mettaient la mère de l'autre côté de la table. Puis la table, elle était comme en plexiglas, transparente. Puis la moitié de la table était couverte par un motif là, de motif fleuri. Puis après ça, le reste était le motif fleuri allait sur le sol. Fait que quand t'arrivais où le motif fleuri était plus collé en dessous de la table, mais il était collé sur le sol, dans le fond, nous, en tant qu'adultes, on voyait bien la différence. Puis ce qu'on se rendait compte, en fait, c'est que les bébés, aussitôt qu'ils sont en mesure de se déplacer à 4 pattes, sont en mesure de reconnaître cette différence-là. Puis on voyait les bébés qui hésitaient, comme la mère appelait « Viens-t'en, mon coco, viens-t'en. » Puis tu vois les bébés, puis là, ils arrivent à la délimitation, puis là, ils regardaient en bas, puis là, tu vois que les bébés, ils
Ils voulaient pas y aller. Puis c'est jusqu'au moment où les mères mettaient leurs 2 mains sur la partie de plexiglas transparente pour leur montrer qu'il y avait une surface, que là, les bébés s'en venaient. Fait qu'il y a je veux dire, Mère Nature, elle a pas fait ça pour rien, que les bébés soient capables de percevoir la profondeur à partir du moment où ils sont capables de bouger. Ces 2 affaires-là, ils ont besoin de venir ensemble pour pas qu'ils se pitchent dans un cliff, là. Oui, puis tu sais, c'est ça qu'elle explique, Jean Lidlove, dans le concept du continuum, c'est qu'elle dit, les Yekoana, en fait, il y avait la parfaite conscience que leur enfant avait cet instinct d'autoprotection-là. Puis elle, ce qu'elle remarque, c'est que quand les adultes ont une attente que les enfants vont se blesser, en fait, les enfants sont complètement programmés pour répondre aux attentes de leurs parents. Fait que si ta vision de ton enfant, c'est qu'il va se planter, ben il y a de fortes chances qu'il le fasse simplement pour répondre à tes attentes. Fait que si t'es tout le temps en train de dire « Attention, non, attention », ben là, ça va venir comme générer, ça va venir clarifier pour l'enfant c'est quoi ton attente. Tandis que si justement tu es vraiment dans cette confiance-là, qu'il y a tout ce qu'il faut pour se protéger dans certaines limites, puis tu sais, on n'est plus dans la nature, tu sais, il y a toutes sortes de nuances encore une fois à apporter, mais ça a un impact justement parce que, comme tu dis, l'enfant reste connecté à cet instinct d'autoprotection-là depuis sa jeune enfance. Absolument. Puis nous, quand mon coco, il est né, là, nous, on avait une règle très claire qui était on n'a pas le droit de dire attention puis non, c'est tout. Puis quand on disait non, c'est arrivé à quelques reprises. Écoute, la première fois que j'ai dit non, il a eu tellement peur qu'il s'est mis à pleurer. On était sur le bord de la route, tu sais, une situation où puis il s'enlignait, tu sais, vers une voiture qui pouvait potentiellement s'en venir, puis j'ai crié non, puis comme il a complètement figé, il s'est mis à pleurer, il avait compris. Parce que c'était un mot qui était réservé pour la sécurité. Puis il avait hyper compris. Puis attention à ça, s'il y a bien un mot. Attention à quoi même? On dit même pas quoi. Comme, non, ça le fait, pour moi, ça le fait tellement pas. Ça le fait tellement pas, ça. Je pense que c'est tellement important quand on observe l'enfant, puis on est en mesure d'adapter. OK, il veut faire quoi en ce moment? Puis comment je m'adapte en fonction de ça? Fait qu'il veut mettre quelque chose dans sa bouche, ben qu'est-ce que moi je suis confortable qu'il mette dans sa bouche puis qu'il explore dans sa bouche. Puis là, on répond à l'enfant au lieu de dire non. On dit oui, tu veux explorer avec ta bouche, tiens, viens. Puis là, tu fais un échange puis tu dis c'est ça on peut mettre dans notre bouche. Ça c'est bon, oui, dans la bouche. Puis là, on a expliqué, dans le fond ce qu'on dit à l'enfant c'est j'ai vu ton élan développemental. J'ai compris que là en ce moment ton besoin développemental, c'est de mettre quelque chose dans ta bouche. Puis moi, ma job de parent, c'est d'assurer ta sécurité. Puis là, si je considère que ça, c'est pas sécuritaire, ben je vais faire quelque chose pour le rendre sécuritaire. Fait que l'exemple que moi, j'aime le plus, là, les parents, ça les fait tellement chier, les enfants qui sont sur la chaise haute, puis là, qui mangent, puis là, qui, au lieu d'arrêter de manger, prennent leur bouffe puis le pitchent à terre. C'est comme, dude, tu veux pas arrêter ça, là? N'arrête surtout pas ça. Parce que l'enfant est en train de tester la gravité. C'est comme super pertinent à faire comme test. Ouais, puis non seulement il est en train de tester la gravité, mais aussi, en fait, c'est qu'il vient d'acquérir la capacité de relâcher. Avant, les bébés ils ont pas cette capacité-là de relâcher. Fait que là, ils font comme j'ai une nouvelle capacité, je veux la faire encore et encore et encore et encore. C'est beau, ça. Oui, puis c'est important qu'il le refasse encore parce que c'est par la répétition qu'il va avoir acquisition puis myélinisation du cerveau des neurones, puis ce qui va rendre ce processus-là beaucoup plus rapide puis beaucoup plus efficace. Fait que la répétition est super importante. Tu développes une nouvelle compétence, tu es en train de tester une hypothèse que tu as, faut que tu le répètes. Fait que c'est quoi la réponse? Quand l'enfant prend sa bouffe puis la pitch à terre, la réponse, c'est pas non. La réponse, c'est oui, tu veux lancer des choses, bouge pas. Ramasse toute la bouffe, mets-la de côté, ramasse des blocs ou n'importe quoi, mets ça devant lui, puis laisse-les pitcher toute la pile de blocs. On répond, le besoin, il est clair. Observe l'enfant, puis adapte l'environnement pour qu'il soit en sécurité, pour que ça fonctionne pour toi, puis pour que son besoin soit répondu. L'enfant se met à courir partout dans la maison. Tu dis non, on n'a pas le droit de courir ici. Mais non, tu dis pas ça. Tu dis oui, t'as envie de courir. Dans tes jambes, il y a plein d'énergie. Viens, on va aller faire ça aussi, une bonne idée. Hey, hop dehors! C'est vraiment juste de dire ça. Arrêtons de dire non à tout bout de champ à nos pauvres enfants qui ne font que le design que Mère Nature a prévu pour eux. Eux, leur job, c'est de faire ce qu'ils ont besoin de faire. Fait qu'observe-les. Observe.
puis réponds. Tu sais, une autre affaire qu'on a tendance à faire qui me rend sans connaissance, là, on a parlé tantôt de, tu sais, de ramasser des enfants puis de les soulever par derrière sans même qu'ils le sachent, alors que clairement, ce qu'on veut, c'est aller devant eux puis dire, là, c'est maintenant l'heure que je t'amène, viens, on va faire, je sais pas quoi, on s'en va dehors prendre une marche, OK? Je te prends maintenant. Puis là, tu prends l'enfant puis tu lui dis, tu verbalises, même s'il comprend pas les mots, ben c'est sûr que ça va aider dans le développement du vocabulaire si tu t'adresses à ton enfant avec des mots. Mais 2, il comprend l'intention de ce que tu dis. Même, on le fait avec les animaux, je veux dire. Tu sais, on parle aux animaux pour leur dire ce qui est sur le point d'arriver, puis on s'entend qu'ils comprennent pas tous les mots qu'on dit, mais on commence à comprendre qu'ils en comprennent pas mal plus. Je sais pas si tu as déjà vu, dernièrement, là, il y a des vidéos de chiens qui ont appris à parler. Fait qu'ils ont des boutons sur lesquels il y a, comme quand tu appuies sur le bouton, c'est l'enregistrement du maître qui dit un mot, OK? Fait que, mettons, au début, c'est, je sais pas moi, walk, hungry, leash, door, OK? Fait que là, ils en apprennent quelques-uns, puis éventuellement, les chiens viennent comme il y a un des vidéos que j'écoutais dernièrement, le chien raconte, fait que le chien appuie sur le bouton night, stranger, dog. Puis la mère, sur le coup, la propriétaire du chien, sur le coup, est comme « Qu'est-ce que tu me racontes là? » Puis là, le chien, il refait « Night, stranger, dog ». Puis là, elle clique. Il y avait des coyotes qui avaient hurlé la veille pendant la nuit. Puis elle les avait entendus. Mon Dieu, c'est tellement Fait fascinant. comme, écoute, si le chien est capable d'utiliser le langage comme rapidement, on sait que l'humain a la capacité de comprendre. Fait qu'on s'adresse au bébé. Là, je vais te prendre dans mes bras. Là, je vais te changer. Là, je vais te déshabiller. J'enlève ça. Puis, tu sais, on peut le mettre dans le jeu, mais comme tout ce contact-là, c'est du contact yeux à yeux. C'est du contact où on utilise les intonations. C'est du contact où on est avec, où on considère, où l'enfant se dit, moi, je dois avoir une importance parce qu'on s'adresse à moi. On ne fait pas des choses. On s'adresse à moi pour me soutenir. Ça change un petit peu la perspective qu'on a en tant que bébite, là, tu sais, d'avoir cette expérience-là. Puis ça, c'est la même chose quand on se remet en tant que nous, en tant qu'adulte. Tu sais, admettons, quand on se ramasse à un endroit où on a besoin d'être changé, tu veux juste comme, là, t'es en train de penser à quelque chose, puis là, bang, il y a quelqu'un qui est en train d'enlever tous tes vêtements. Tu fais quand même, voyons, c'est quoi ça, cette affaire-là? Le yes brain, c'est vraiment cette compétence-là de dire, je m'exerce à observer, puis je m'exerce à adapter l'environnement pour répondre à la pulsion développementale. Puis des fois, ce qu'on a besoin, c'est un yes space. Parce qu'il y en a des environnements où on est tout le temps en train de « non, pas ça, non, pas ça, non, pas ça ». Fait que ce qui est dit dans cette philosophie-là, c'est « ben va dans un environnement où c'est bien plus facile de dire oui partout, à tout, puis tout le temps ». Fait que où est-ce qu'on va? Où est-ce que tu penses que j'allais avec mon petit loulou, là, dans la période où il y avait beaucoup de pulsions développementales sur plein d'affaires? Tu sais où est-ce qu'on allait? Dehors, j'imagine. Dans la forêt. Dans la forêt, parce que dehors, ça peut être plate un peu, tu sais, mais il y a toujours quelque chose à faire. Mais dans la forêt, c'est encore plus riche. Parce qu'il y a les différentes odeurs, parce qu'il y a plein de matériel. Il y a les roches, il y a la boîte, il y a les feuilles, il y a les arbres, il y a les écorces. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de choses avec lesquelles tu peux explorer. Tu peux faire mille et une choses, puis nous, on pratiquait beaucoup le land art, hein, l'art en utilisant fait que ça, c'est une façon extraordinaire. Puis là, t'as pas à te taper la petit cossin pour le tablier à gouache, plus la table, plus la nappe par-dessus, plus les pinceaux, plus l'eau. Tu sais, en tant que maman, des fois, il faut trouver des moyens pour répondre aux besoins sans que ça ait un coût extrême. Combien de mamans je vois setuper tout le système de peinture. Puis là, l'enfant peinture pendant 4 minutes, puis c'est fini. Ça a pris plus de temps, ça a pris le double du temps juste préparer, puis là, t'as pas défait ton kit encore, là. Fait que, tu sais, je pense que c'est important de bénéficier de l'environnement, d'un yes environment, d'un environnement où c'est super facile de dire oui, parce qu'il y a vraiment pas grand-chose que t'es obligé de dire non quand on est en forêt. Ouais, puis c'est vrai, tu me fais réaliser à quel point, justement, à l'inverse, tu sais, de réaliser que c'est pas accueillant pantoute comme arriver sur Terre, puis c'est pas un climat positif quand tu fais juste tout le temps
te faire mettre des bâtons dans les roues de ce que tu as envie de faire. Tu te fais dire non, tu sens que tu n'as pas ta place parce que justement, les enfants sont pas nécessairement accueillis partout. Puis après ça, tu sais, justement, on les envoie à la garderie des fois alors qu'ils n'ont pas envie d'y aller. On les envoie à l'école pour faire des ponts avec. Mais justement, on peut-tu un peu leur foutre la paix puis créer des environnements où ils ont juste le droit d'exister pleinement? Oui, absolument. Puis après ça, on se demande pourquoi, à 2 ans, on a le Terrible 2. Le 2 ans, là, le Terrible 2, il n'y a pas besoin d'exister. Le Terrible 2, c'est juste ce qu'on a créé avec tous les noms qu'on a dit 0-2 ans. Tu comprends? C'est juste ça. C'est juste ça, littéralement. C'est une accumulation. Puis, faut pas oublier, là, il y a une période développementale très importante parce qu'apprendre à dire non, il faut que ça s'installe. Puis ça fait partie du développement normal. Mais, je veux dire, on voit la distinction entre les enfants qui ont vécu des noms, là, ad nauseum, là, qui en ont eu plus que le client demande, là. Puis on voit que cette confrontation-là est bien plus forte après. Oui, c'est ça, parce que comme tu l'as dit, il y a 2 phases du développement où l'individu va avoir besoin pour sa protection d'affirmer son individualité, à 2 ans puis à l'adolescence. Puis ça, c'est quelque chose qui est absolument naturel. Puis, je pense que c'est important de le nommer parce que des fois, justement, les parents sont comme... en fait, souvent, ils vont voir cette période-là comme quelque chose de super négatif. Mais moi, je trouve ça important juste de rappeler que, en fait, c'est ce qui permet à ton enfant d'être sa propre personne. Puis ça, c'est extrêmement important dans la vie. Après ça, ce que j'entends, c'est que si on a dit non, 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 c'est ça qui va être récupéré dans cette période-là. Puis là, ça devient désagréable pour tout le monde, tu sais. Fait que je pense que ça rend cette période-là vraiment plus lourde, en fait, alors que ça devrait être une célébration. Puis je pense qu'il y a aussi un élément qui joue là-dedans, qui est on veut honorer cette individuation-là. Puis une des façons de le faire, c'est en donnant des choix à l'enfant. Ça te coûte quoi, toi, en tant que parent, qui mettent le t-shirt bleu puis ou le rouge? Rien, right? Ben, impose pas. Voici ce que tu mets aujourd'hui. Donne des choix à la mesure de ce que l'enfant peut choisir. Est-ce que tu veux ça? 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 Fait que quand l'enfant, il a la chance de choisir 50 000 affaires, il a l'impression, mais il n'y a pas juste l'impression, il vit sa vie. Puis, dans le fond, il fait en collaboration avec son parent parce que son parent, il se dit, moi, sur ça me dérange pas si c'est cette affaire-là ou cette affaire-là. Ben, offre-lui le choix. Crée cet espace-là pour que l'enfant puisse découvrir, ben moi, là, à l'intérieur de moi, c'est quoi prendre une décision? Comment je me sens quand j'ai à choisir entre ça puis ça? Puis qu'est-ce que je suis comme décision? Puis quel impact ça a sur moi? C'est des belles compétences, c'est un beau cadeau. Puis ça, ben ça soutient ce processus-là d'individuation. Puis ça le fait, en fait, en toute simplicité, parce que si t'es toujours dans « je t'ordonne de X », ben là, la seule option alternative, c'est non. C'est l'opposition. Je suis tellement contente que tu parles de ce sujet-là. C'est comme un sujet qui est vraiment récurrent dans le monde de l'éducation. Puis, j'ai vraiment envie d'apporter une nuance. Parce que moi, avant, j'étais full pro. Tu sais, dans le fond, j'étais très dans le courant démocratique de l'éducation où, justement, on remet le pouvoir dans les mains de l'enfant constamment. Puis, à travers ma compréhension du développement de l'enfant basée sur la théorie de l'attachement, entre autres, une notion vraiment importante que j'ai commencé à comprendre, c'est que des fois, on remet trop de pouvoir à l'enfant sur des choses qui sont pas relevant pour lui. Puis à un moment donné, d'avoir trop de choix, trop de décisions à porter, ça y laisse pas l'espace de vivre sa vie d'enfant, tu sais. Puis à un moment donné, justement, on va voir une dynamique s'installer où, dans mon langage, je vais parler de l'enfant alpha. Fait que c'est l'enfant qui va vouloir prendre toujours le dessus sur les décisions qui doivent être prises. Puis en fait, ça va être dommageable développemental parlant parce qu'il ne sera plus dans un espace de repos. Il va sentir que c'est lui, justement, qui a la responsabilité. Fait que j'ai aimé la nuance que tu as amenée quand tu as dit on va lui offrir des choix à sa mesure. Tu
tu vas lui dire ce T-shirt-là ou ce T-shirt-là. Tu vas pas commencer à le laisser décider à 3 ans de quel vêtement est adapté pour telle température. Puis ça, souvent, j'entendais beaucoup de parents dire « Mais oui, mais en le laissant choisir un moment donné, il va l'expérimenter par lui-même que c'est pas adapté. » Moi, je pense qu'il faut faire attention à cet endroit-là. Tu sais, comme ça fait des années que je réfléchis à ça, puis j'ai des parents qui l'ont essayé, ça, puis ont eu des enfants très, très anxieux parce que justement, il y avait trop de décisions à prendre, puis plus l'espace de juste être des enfants. Fait que oui, on veut nourrir leur individualité par des choix, mais des choix à leur mesure, puis à faire attention justement à où on va, tu sais, jusqu'où on va dans cette aventure. J'aime beaucoup la nuance que tu apportes. Puis oui, j'aime que tu as pogné que j'ai dit ce mot-là parce que c'est vraiment important. On veut pas non plus se laver les mains en tant que parent puis dire bon, en tout cas, c'est lui qui va choisir puis il va choisir sur tout. Tu sais, même en psychologie, on va parler de cette importance-là de reconnaissance générationnelle. Il y a les parents qui est la génération d'au-dessus, il y a toi qui est la génération d'en dessous. Puis il y a des décisions, il y a des conversations qui sont de parents, d'adultes. Puis il y a des choses qui t'appartiennent à toi. Puis c'est pas un cadeau de dire à l'enfant tu fais partie de notre gang tout le temps puis partout. Il y a des décisions parentales que ça, c'est notre responsabilité avec notre cerveau d'adulte puis notre expérience. On est responsable pour assurer ton développement. Puis c'est une danse qui est délicate. Absolument. C'est un art. Exactement. Puis je pense que ça, c'est positif d'en être consciencieux parce que, tu sais, tantôt tu disais, j'ai l'impression qu'il y a des choses que moi, j'ai vécues dans ma jeunesse que là, je peux travailler maintenant avant de devenir parent pour pas être overwhelmed dans cette situation-là. Puis j'ai envie de dire, je pense que ça, c'est vrai. Puis je pense que là, c'est plate qu'on le conceptualise si tard dans notre vie, puisque je pense qu'avant, on l'aurait fait plus jeune, parce que ça aurait été de toute évidence qu'on allait être maman, puis on aurait moins remis ça en question, puis là, on se serait moins ramassé avec une fenêtre de fertilité où il reste juste quelques années pour avoir des enfants, parce que sinon, on sera plus fertile. Mais j'ai envie de dire aussi, tu sais, il y a des affaires sur lesquelles c'est pas pour rien qu'être parent, c'est le processus par lequel on va cheminer le plus dans notre vie. Il y a des affaires sur lesquelles c'était complètement dans notre angle mort, puis qu'on a besoin de le vivre pour l'expérimenter. Puis que c'est correct de se laisser porter là-dedans. Le temps venu, tu fais comme aïe, ça, j'avais pas réalisé ça pantoute, mais tu sais, waouh, ça, ouais. Puis c'est le fun aussi de voir comment on va vivre quelque chose avec notre enfant, puis là, on va avoir une interaction avec nos parents dans notre vie adulte. Puis là, on va voir comment soit nos parents nous traitent nous ou comment nos parents traitent notre enfant. C'est comme, oh boy, moi, je vivais ça, là. Clairement, si tu le fais avec lui, ça veut dire que tu le faisais avec moi. Puis ça permet de faire le 360 sur des affaires incroyables. Tellement, là, j'ai une amie qui me parlait de ça récemment, c'est drôle. Oui, que tu c'est parles vrai. de ça. De comme réaliser pourquoi qu'elle est comme ça, parce qu'elle voit grand-maman qui parle comme ça à sa fille, puis elle est comme, mais voyons. Puis là, si on est vraiment chanceux, on a la chance d'être débriefé avec nos parents, puis on a la chance de vivre le processus de reparentification avec eux. Puis ça, c'est sharp. On n'est pas obligé d'avoir ça, là. On s'entend, on peut se reparentifier nous-mêmes sur les éléments qu'on n'a pas eus pour être en mesure de les offrir à nos enfants. Mais quand on a des parents cool, qui se sentent pas menacés, qui sentent pas que, écoute, là, je veux faire un retour en arrière, pas pour que tu te sentes coupable puis mal de comment t'as fait, je le sais que t'as fait de ton mieux avec les outils que t'avais, dans la culture dans laquelle on était. J'ai envie qu'on unpack ça. D'où ça vient? Quand tu faisais ça dans ta tête, tu t'imaginais quoi? Tu te disais quoi? C'était quoi le rationnel que t'avais? Ça fait du bien, ça? Tu sais, quand moi, ma mère, elle m'a dit, Malika, j'avais vraiment peur que tu deviennes gâtée pourrie. On m'a dit qu'un bébé, ça se gâtait. Fait qu'il fallait que je te laisse pleurer la nuit. Parce que le jour, là, j'étais pas capable de pas répondre. Quand t'étais là, tu voulais quelque chose, j'étais avec toi. Fait que là, la nuit, il fallait que je m'exerce à pas te gâter. Fait que t'étais couché, t'avais bien mangé, t'avais ta couche de changer. Ben là, je tenais bon, puis je te laissais pleurer, puis je t'envoyais des petits cœurs d'amour de mon lit à ton lit parce que je t'entendais. Tu comprends? Comme... On s'entend, toi puis moi, c'est pourri, là. Quand moi, j'ai pu en parler avec ma mère, c'est comme, tu sais, c'était vraiment bien. Je comprends.
Ça me touche ouais, c'est ça. Tu sais, je le vois comment il y a de l'espace, en fait, quand on n'a pas eu la chance d'offrir le climat idéal qu'on aurait voulu, tu sais, pour notre enfant. Il y a toujours place à réparation. Oui, toujours. Dans la responsabilisation, tu sais. Puis justement, tu sais, comme à travers la série spéciale, on dirait que je m'amuse beaucoup à faire relever un petit peu l'idéal. Oui. Mais tu sais, c'est ça, on l'a dit depuis tantôt, on est dans un monde qui est décalé de cet idéal-là, puis il faut être doux avec nous-mêmes à travers ça, tout en prenant notre responsabilité, jusqu'où on peut aller là-dedans. Mais justement, quand on ne peut pas répondre à ce climat parfait-là, tu sais, par des croyances ou des limitations intérieures, ben il y a toujours moyen de reprendre cette responsabilité-là, tu sais, en s'excusant, par exemple, puis en nommant c'est quoi qui était là à l'époque. Puis je pense que c'est très réparateur pour tout le monde. Puis en se pardonnant, j'ajouterais ça. Avec beaucoup de compassion pour soi puis pour l'autre. Tu sais, c'est vraiment des éléments qui sont hyper aidants. Je pense que pour terminer, j'ai juste envie de nommer à quel point justement tout cet accueil-là envers l'enfant, ben ça se fait pas toute seule, ça se fait entourer. Puis c'est d'autant plus important, je pense, à l'ère où on est aussi éloigné, comme on n'arrête pas de le nommer depuis le début de l'épisode, mais de nos réels besoins, de notre réel continuum. Je pense que ce support-là, en fait, c'est vraiment ce qui permet au bébé de se rapprocher le plus, puis à la mère aussi de se rapprocher de l'expérience qu'il devrait vivre ensemble. Oui, parce que quand le bébé, ses besoins sont répondus, souvent les besoins de la mère sont répondus. Parce que c'est pas juste le bébé qui reçoit la prolactine puis l'ocytocine, c'est la mère aussi. Puis tu sais, de sentir un petit bébé tout chaud, tout doux, tu sais, qui sent tellement bon sur son corps, c'est bon pour la santé mentale de la mère. Tant qu'elle est capable d'être connectée, puis c'est bon. Là où c'est pas bon, c'est quand elle veut juste être déconnectée parce qu'elle n'en peut plus, elle veut plus habiter son corps. Là, c'est pas bon. Mais le reste du temps, tu sais, ce qui est bon pour lui est bon pour elle. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est cool dans ce que Mère Nature a prévu pour notre espèce. C'est qu'on est fait pour bien aller. C'est pour ça que les humains, on existe encore sur la planète. On s'est pas éteint comme espèce parce qu'on est fait pour bien aller. Mon Dieu, ça peut pas être un plus beau message de fin. Malika Morissette Bonaparte, merci tellement pour toute la richesse de ton âme, de ton brain. C'est comme, à chaque fois, c'est un délice de te parler. Puis sache que tu seras toujours la bienvenue sur mon podcast. Elisabeth, j'aime beaucoup partager ton carré de sable. C'est très, très le fun de jouer avec toi. Les Émergents, c'est plus qu'une émission pour moi, c'est une passion et je suis absolument ravie de la partager avec vous. Et merci pour votre soutien, votre fidélité, ça m'encourage toujours à continuer. Un immense merci également à Étienne Dufresne pour notre musique originale et à Florence Rivet pour son talent artistique qui illumine notre couverture. Si cet épisode-là vous a touché ou inspiré, je vous invite à exprimer votre soutien en m'envoyant une poignée d'étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify ou de me laisser un petit commentaire aussi sur une de ces plateformes-là. De plus, partagez cet épisode-là sur vos réseaux sociaux en me taguant Elisabeth.Dufresne. C'est une merveilleuse manière de m'encourager à poursuivre mon initiative. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le dernier épisode avant une pause du podcast des 2 prochains mois. Ça va me permettre de me reposer puis de revenir en force avec de nouveaux sujets absolument passionnants à explorer avec vous. À bientôt!